Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Voici les titres de ce 4 juin. Les pauvres, toujours plus pauvres. C'est ce qui ressort du rapport sur les inégalités rendu public aujourd'hui par l'Observatoire Tourangeau. Des données complétées par celles de l'INSEE qui publie pour la première fois les statistiques de la pauvreté par commune. État des lieux dans un instant. Les vins de Loire se vendent auprès de la presse anglo-saxonne. Une dizaine de journalistes américains et anglais étaient hier à Chinon pour découvrir le vignoble. Opération communication près de ces pays qui sortent de la crise et où l'importation des vins repart à la hausse. Et puis en ces jours de forte chaleur, l'envie est grande d'aller se rafraîchir en bord de Loire, mais attention aux sternes qui font leur nid sur les îles. La Ligue de protection des oiseaux sensibilise la population tout mois de juin. Mais avant de développer ces titres, une rencontre très tendue aujourd'hui à Neuilly-Pont-Pierre dans le nord de l'Indre-et-Loire. Les travaux de reconstruction du collège de la commune, on vous le disait hier, ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les professeurs étaient en grève aujourd'hui et le vice-président en charge des collèges au conseil départemental s'est rendu sur place. Rencontre houleuse cet après-midi, Judicaël Osmond pris verbalement à partie par la communauté enseignante et des parents d'élèves présents. Le vice-président qui avait aussi rencontré les élus d'opposition souhaite remettre à plat un projet jugé trop coûteux, estimé à 18 millions d'euros. L'ancienne majorité est partie sur une dépense à 18 millions d'euros. Ça nous fait 800 000 euros par classe pour cet établissement, ce qui est évidemment une somme très importante. La seule chose qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire, cette nouvelle majorité départementale conduite par Jean-Yves Couteau, c'est de regarder le projet et de voir si une autre solution n'est pas possible et si une autre solution peut coûter moins cher. Ça nous fait perdre concrètement une année par rapport à la reconstruction prévue du collège. Voilà où on en est. Et ce collège a été construit en 1966, il a été réhabilité en 1981 et depuis plus rien. Et un nouveau projet doit être présenté le 10 juillet prochain en session au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Les enseignants craignent qu'il ne s'agisse plus que de rénovation alors que le bâtiment, on vous l'a dit, est trop vieux et il est aussi trop petit pour accueillir tous les élèves. Dans l'actualité, un rapport attendu, celui de l'Observatoire sur les inégalités, observatoire basé à Tours. Nous avions hier soir en exclusivité sur notre plateau son directeur. Et ce qui ressort de ce rapport, c'est que les plus pauvres s'appauvrissent lorsque les plus riches continuent de s'enrichir. Des données qui sortent quasiment au même moment que celles de l'INSEE sur la pauvreté. Des données publiées pour la première fois par commune. État des lieux en Indre-et-Loire avec Romain Delville. La référence, c'est le seuil de pauvreté fixé à 822 € par mois pour une personne seule. Et dans le département, Château-Renaud arrive devant Saint-Pierre-des-Corps, Descartes et Tours. En revanche, chez les moins de 30 ans, c'est Loches qui compte le plus d'habitants sous le seuil de pauvreté, avec un taux qui avoisine les 33 %. Tours est en deuxième place, suivi de Saint-Pierre et de Château-Renaud. Parmi les acteurs sociaux, comme au Secours populaire, la situation dans Tours n'est pas exclusive à un quartier. Dans tout type de quartier, que ce soit vers Léal ou n'importe où, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté. Donc ça, c'est pas parce qu'on vit à Beaujardin qu'on est forcément moins bien qu'au Prébande, quoi. Je veux dire, il y a des fois des clichés aussi sur les quartiers. Malheureusement, des gens touchés par le chômage, etc., il y en a partout. Quant au profil sociologique des personnes en situation de précarité, Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des inégalités, en a livré hier soir sur notre plateau quelques éléments. Principalement, c'est des chômeurs, des familles monoparentales avec enfants, issus des univers ouvriers, employés et le critère vraiment qui est celui qui est le plus marquant, c'est le fait d'avoir peu de diplômes. Dans notre pays, la question du diplôme est essentielle. Et ceux qui ont peu de diplômes ont une probabilité plus forte d'être concernés par la pauvreté. Et la question du lien entre diplôme et précarité est d'autant plus aiguë en temps de crise économique, quand les emplois se font rares. Dans l'actualité également, les suites après l'annonce de la fermeture du CEA. On vous le disait hier, Marisol Touraine a rencontré Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Elle lui a dit que cette fermeture était inacceptable. À cette réunion, le directeur des applications militaires du CEA était présent. Il s'est ensuite rendu sur le site du RIPO pour expliquer aux salariés les raisons de cette fermeture. On avance les raisons de coût, les économies à faire, mais rien de plus. Secret militaire pour le reste. C'est insuffisant pour les représentants des salariés qui doivent rencontrer d'ailleurs le ministre de la Défense ou son représentant mardi prochain lors d'une journée d'action à Paris. On écoute l'un d'entre eux au micro de Sabrina Meloult. Ils avaient réfléchi depuis quelques années déjà et que ce projet, c'était la seule solution qu'il fallait fermer
réorganiser le centre du RIPO afin de maintenir pérenne la direction des applications militaires. On attend de ce rendez-vous qu'ils nous disent vraiment si c'est eux qui ont pris la décision, le gouvernement, ou si c'est plus ou moins nos dirigeants au niveau CEA, et qu'on sache vraiment le pourquoi du comment et qu'on ait vraiment des chiffres et puis voir ce qu'il en est. Et donc grève mardi prochain pour les salariés du site du RIPO, ce site qui appartient donc au CEA. Et de grève, il en est question aussi au sein de l'entreprise AEG basée à Chambray-les-Tours, une société qui fabrique des systèmes de secours d'énergie pour l'aviation civile et la SNCF. Les salariés ont débrayé aujourd'hui, grève suivie à 90% selon les syndicats. Ils ont gêné la production. Au cœur du problème, un mail envoyé par la direction qui souhaite dénoncer des accords sociaux. Deux accords principaux dans l'entreprise. Le premier accord, c'est un accord qui date de 1989 concernant les horaires souples, c'est-à-dire l'organisation du temps de travail hebdomadaire mais sur plusieurs semaines, et également les accords de réduction du temps de travail. Accords de réduction du temps de travail qu'on a obtenu en 2000 suite à un grand mouvement de grève. Et la direction, cette nouvelle direction qui est là depuis moins de 4 ans, d'un revers de main, jette à la poubelle les accords acquis de longue lutte et de longue bataille. Les salariés doivent reprendre le travail demain. L'auteur de l'alerte à la bombe au lycée de la Taille de Loches, condamné aujourd'hui à 6 mois de prison avec sursis le 20 janvier dernier, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Et il avait téléphoné à la gendarmerie depuis une cabine téléphonique. Il s'agit d'un homme quinquagénaire, dépressif, chômeur et surendetté. On en vient à notre dossier sur les vins de Loire. Comment se vendent-ils à l'étranger? Comment assurer la promotion des vins ligériens face aux mastodontes bordelais? Eh bien tout simplement en invitant la presse spécialisée, ou pas d'ailleurs. C'était le cas hier à Chinon. Une petite dizaine de journalistes américains et anglais étaient conviés à déguster les breuvages locaux. Les États-Unis et l'Angleterre, deuxième et troisième marché d'exportation pour les vins ligériens. Audrey Champigny. Opération séduction pour les vignerons chinonnais hier. Face à eux, une délégation de journalistes américains et anglais spécialistes du vin. La star, le Cabernet Franc. Parmi ces vignerons, Christine Jouveau. Elle est à la tête d'une petite exploitation d'un peu plus de 24 hectares à Beaumont-en-Véron. 50% de sa production part à l'export, dont 25% en Angleterre et 5% aux États-Unis. Cet export marche bien pour des raisons historiques. Pour ce qui me concerne, mon papa a choisi de se tourner vers l'export très tôt, au moment où les autres viticulteurs avaient très peur de voir leur production partir très loin et peur de ne pas être payés, tout simplement. Il a été très ouvert au sujet tôt, et puis c'est quelque chose qui perdure et qui finit par être simple quand on y est habitué, tout simplement. La crise passée, les ventes sont reparties de plus belle. L'année 2014 a connu une hausse de 7% des vins exportés au Royaume-Uni. Pas étonnant car outre-Manche à Londres, les dégustations de vins sont devenues très en vogue grâce à une nouvelle génération de gastronomes, notamment des femmes, et les vins de Touraine plaisent. Ça fait des vins qui sont assez structurés, qui ont beaucoup d'acidité, qui ont pas mal de tanins. Et là, c'est pas ce que les gens cherchent quand ils achètent dans des grandes surfaces, normalement. Mais dans la gastronomie, il y a une croissance d'intérêt dans les vins qui ont de la fraîcheur, qui sont pas trop alcooliques, qui sont pas trop boisés. Et là, le Cabernet Franc trouve son milieu. Avec sa robe fruitée et légère en bouche, le Cabernet Franc séduit également de plus en plus les Américains, même s'il reste un vin plus confidentiel, car peu connu. J'ai découvert ici quelque chose de différent de ce à quoi je m'attendais, à cause de toutes ces appellations. Je viens de Californie. Là-bas, le Cabernet Franc, les gens ne savent pas comment le boire. C'est trop boisé, trop mature. Ça ne ressemble pas à du Cabernet Franc. En fait, ça pourrait être n'importe quel vin. Ils mettent ça dans la même catégorie que le Cabernet Sauvignon. Ça prend un peu de temps pour leur expliquer qu'il existe cette vaste région avec tous ces vins. Et une fois qu'ils ont compris tout ça, ils y goûtent, et ils y goûtent tout en mangeant. Au total, ce sont 8% des vins de Loire qui partent à l'export. Et si la Belgique est le principal destinataire, les États-Unis arrivent en deuxième position avec 22%, suivis par les Anglais avec 11%.
En bref, la souscription publique pour la rénovation de la basilique Saint-Martin passe la barre des 100 000 €. Souscription publique lancée en mars dernier avec la collaboration de la Fondation du patrimoine. Un des dons effectués atteint les 15 000 €. La souscription publique se poursuit. Entrepreneuriat féminin, objet d'une conférence hier soir à la CCI Touraine. Les femmes, un tiers des entrepreneurs. Alors pourquoi cette sous-représentation? Comment l'expliquer? Et lorsqu'elles deviennent chefs d'entreprise, les femmes gèrent-elles les dossiers comme les hommes? On voit cela avec Guillaume Leroux. Les femmes ne représentent que 30% des entrepreneurs français. C'est avec ce constat qu'une soirée de discussion était organisée à la Chambre de commerce et d'industrie. L'objectif, comprendre pourquoi les femmes se lancent moins dans l'entrepreneuriat que les hommes. Un des problèmes sociétaux avancés, les tâches familiales et ménagères sont plus souvent confiées aux femmes. Et il leur semble difficile de gérer une vie hors du travail avec une activité aussi prenante. C'est un combat quotidien, parce que c'est difficile de mener une entreprise. Donc il faut être animé tous les jours d'une volonté, de courage, du désir d'avancer. Et ça, c'est pas propre à la femme entrepreneur, c'est tout entrepreneur, je crois, est animé des mêmes sentiments, des mêmes souhaits. L'invitée d'honneur de la soirée, c'était elle, Nicole Etchegouin-Berry. Sa banque a publié un rapport sur l'entrepreneuriat au féminin. Ce qu'il en ressort, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à demander un prêt pour lancer leur affaire. Selon elle, les femmes doivent plus oser se lancer. Promouvoir le développement de l'entrepreneuriat au féminin, c'est juste de toute manière un enjeu économique et sociétal majeur. Un enjeu majeur confirmé par ce chiffre de l'Organisation de coopération et de développement économique. Si le nombre de femmes qui travaillent ou montent leur entreprise était égal à celui des hommes, la France pourrait engranger 9,4% de croissance supplémentaire en 20 ans. Pourtant, il reste du travail dans ce domaine. La femme a encore trop souvent un rôle subalterne, avec des niveaux de rémunération qui sont parfois décalés par rapport à des hommes à poste égal. Et donc l'idée était d'essayer de débattre et de voir comment on peut essayer d'avancer sur ces schémas historiques. Un débat réussi, mais pour faire évoluer les mentalités, il faudra encore du temps. Plus de 30 degrés aujourd'hui en Val-de-Loire, même topo pour demain. Alors on cherche la fraîcheur et les bords de Loire sont privilégiés. Mais attention à ne pas marcher n'importe où, car quand la Loire baisse, des îles sableuses se découvrent et ce sont des lieux idéaux pour la nidification des sternes, ces oiseaux de Loire protégés par la LPO qui installent régulièrement des panneaux pour sensibiliser, mais pas seulement. Tous les mois de juin, les mercredis après-midi, l'association assure des permanences en bord de Loire pour informer le public. Sur place, Anaïs Michaud. La sterne, c'est un oiseau migrateur donc qui repart en Afrique pour passer l'hiver et qui nous revient ici au printemps. Donc il niche sur des îlots ensablés. Et c'est la particularité de la Loire, qui est le dernier fleuve naturel en France. Et donc c'est le dernier fleuve en France où on trouve de la sterne. C'est un oiseau qui est plus petit qu'une mouette et qui est beaucoup plus effilée. Elle est bâtie pour le vol, pour la migration. Et enfin, elles ont un mode de pêche qui est particulier, que la mouette n'a pas. Elles vont survoler l'eau et au moment où elles trouvent un poisson, elles vont faire un vol stationnaire en battant des ailes très fort et elles vont plonger directement dans l'eau. On a deux sternes qui nichent sur les îlots ensablés. Donc la sterne Pierre-et-Garin qui est la plus grande et qui a un bec orange, et la sterne naine qui est beaucoup plus petite et qui a un bec jaune et un front blanc. Dans un instant, notre invité Jean-Patrick Gilles, on se retrouve juste après la pub.